C'est sur l'actualité au 3 mai 2026. Enregistrement la journée même. Pour une fois, c'est Home Sweet Home. Après un long mois en dehors de la maison, j'enregistre dans mon milieu naturel, dans mon écosystème naturel. Donc, ça va être plus facile. Et probablement de rattraper un peu ce qui se passe. Même si ces 4-5 dernières semaines ont été très enrichissantes en termes de rencontres, connaissances et tout. Et maintenant, il faut revenir au réel un peu et se remettre dans ces vieilles pantoufles. Commençons par les shameless plugs. Le prochain événement, c'est le NordSec le 9 au 17 mai prochain. Ensuite, le STIC le 3 au 5 juin. Troopers en Allemagne le 24-25 juin. Le HAC le Paris le 26-27 juin. Le 19 septembre, le B-Side Montréal. 1 au 3 décembre, INCIBER Canada à Ottawa. Et le 24-25 février, le Secure revient pour une autre année. Donc, commençons avec les nouvelles. Essentiellement, on commence toujours par l'intelligence artificielle. Peut-être commencer à redistribuer ces nouvelles-là éventuellement dans des sections peut-être plus appropriées, mais pour l'instant, le bloc lui-même est encore très important puisque on n'est pas encore sorti du hype de ce que c'était. Première grande sous-section qui est encore sur Mythos, parce que clairement, ce n'est pas encore terminé cette espèce de mouvement ou cette inquiétude qui a été soulevée par Anthropic. Plusieurs éléments qui ont été soulevés là-dedans puis qui reviennent un peu, puis on voit apparaître dans les différents circuits de nouvelles. Le fait que les vulnérabilités dans la deuxième moitié de 2026 vont être complètement fou. Il va falloir rechanger nos stratégies de correctif, comment on resegmente les réseaux. On n'aura pas le choix de changer nos pratiques puisqu'il y a un changement de paradigme très important qui aura lieu. Alors, j'en parle un peu avec Nicolas Bédard dans un épisode spécifique pour ça que j'ai enregistré hier avec lui, qui était très intéressant, qui va nous amener dans une autre phase de réflexion que je n'aborderai pas ici. Mais bref, tous ces changements-là vont avoir des impacts quand même assez importants sur où on s'en va, ou comme société numérique on va se diriger. Donc bref, il va y avoir des effets très importants qu'il va falloir qu'on mesure et qu'on agisse en conséquence dans les prochaines semaines pour se préparer de ce qui va se passer dans les prochains mois. Et notamment, j'avais justement une nouvelle par rapport à ça qui vient appuyer ça. C'est 38 failles qui ont été trouvées dans un système de gestion de dossiers numériques en santé, OpenEMR. Essentiellement, là, il relate cette situation-là. Le problème n'est pas autant le fait que ce logiciel-là, de toute apparence open source, je me suis pas informé malheureusement à voir qu'est-ce qu'il faisait au-delà du fait d'avoir lu la nouvelle elle-même. Les vulnérabilités sont pas... c'est pas la fin du monde en soi, c'est pas le logiciel en question que je remets sur le spot, mais sur le fait qu'on va avoir de plus en plus des logiciels spécialisés dans des domaines notamment médicaux qui vont nous mettre à risque. Et il va falloir amener ces réflexions-là, comment on adapte nos façons de faire justement pour pas que les attaquants se trouvent avec des moyens à leur disposition pour nous mettre vraiment à genoux. Et notamment le système de santé, les attaquants maintenant n'ont plus ce scrupule-là, donc vont le toucher. C'est un peu malheureux comment le monde change, mais bon, c'est là que c'est où on en est. Et c'est là qu'il va falloir qu'on adapte nos différentes stratégie face à ce genre de choses-là et ne pas débattre sur des éléments triviaux par rapport à dont on parle des dossiers santé, mais l'importance de la sécurité des dossiers eux-mêmes dépasse largement tout ce qu'on pourrait voir autrement, par exemple. Et à cela aussi, il faut voir que OpenAI a sorti peu de temps avec le GPT-5.5 Cyber, qui est un peu le même stratégie qu'Anthropic avec Mythos, et que de toute apparence, ce qu'on voit, c'est que l'état de la recherche s'équivaut d'un côté et de l'autre, donc c'est pas plus un que l'autre qui va le faire. Et tout à fait aussi drôle que OpenAI critiquait Anthropic sur le fait qu'il ne voulait pas divulguer tout, ben OpenAI fait exactement la même stratégie. Donc on est un peu dans un contexte où cette espèce de course au marketing est très très importante.
faut démêler le vrai du faux. Et c'est très difficile pour les gens qui ne sont pas dans le domaine de faire cette séparation-là, de faire les choix éclairés et de s'appuyer sur des experts. En l'occurrence, c'est probablement la meilleure stratégie. Puis c'est probablement un des moments où les plus difficiles, où on n'a plus autant de capacité de pouvoir distinguer le vrai du faux qu'on pouvait avoir avant. Donc, c'est vraiment assez troublant. Et je pense que ça va amener des situations très complexes devant nous. Et justement, qu'on n'aura pas toute cette capacité-là sans avoir à faire appel à des experts pour aider. Les deux dernières nouvelles au niveau du Pentagone. Le Pentagone a autorisé toutes les compagnies, grandes compagnies d'AI à accéder à son réseau classifié, sauf Anthropic. Et la chicane avec Anthropic est encore en apparence. Même si Mythos a été une tentative pour essayer de forcer le jeu, pour forcer un peu la main au Pentagone, clairement, ça n'a pas fonctionné. Et avec le fait qu'OpenAI a sorti un modèle équivalent, ou en tout cas des capacités équivalentes, a un peu réduit la force de la main de Anthropic à changer les choses. Sous-section suivante, c'est deux nouvelles sur essentiellement ce que le vibe coding nous amène comme situation, dont une compagnie, c'est PocketOS que Claude Code a décidé de zapper complètement tout le système parce que selon sa conception des choses, il devait refactorer, c'est pas sans rappeler le fait que un cas similaire est arrivé avec AWS où le vibe coding a décidé que l'environnement devait être recréé à partir de zéro. Puis c'est un peu le même cas dans le cas de PocketOS. Donc la décision qu'il prend est parfois mal éclairée ou n'est pas alignée tout à fait avec les choses. Fait que c'est très fascinant qu'on fasse confiance autant que ça. Ces objets-là qui sont un peu hors contrôle, mais bref, il va falloir qu'on rebalise. Je crois que la gestion des accès va devoir devenir plus importante et plus réfléchie. Et la seconde nouvelle de cette section-là, c'est justement le vibe coding qui est de plus en plus utilisé. Ceux qui me connaissent un peu savent à quel point j'ai un malaise par rapport à ce que les gens qui n'ont aucune connaissance en algorithmie puissent faire tout et n'importe quoi. Et cet article-là est intéressant parce qu'il remet en lumière le fait que les processus dans les entreprises ont été faits et éprouvés avec les années pour avoir des paliers d'autorisation, avoir des stratégies justement pour s'assurer une cohérence, s'assurer que la qualité des logiciels qui est sortie et justement que les produits qui sont mis à la disposition des clients soient excellents, que ce ne soit pas juste un fling de quelqu'un dans son sous-sol. Donc, il y a tout ce contexte-là qui semble avoir disparu et je pense qu'il va revenir. Fait qu'on va devoir réinventer la roue avec des processus d'autorisation. Pas qu'on veut ralentir les choses, mais il va falloir que amener dans un contexte de cohérence ces différents éléments-là pour autant bénéficier de la vitesse et de l'accélération que le vibe coding peut amener, mais autant d'assurer que les compagnies ne se mettent pas dans le pétrin des produits de mauvaise qualité. On le voit beaucoup sur le marché à l'heure actuelle, des produits qui sont très toxiques à certains égards ou très mettre les informations des gens en péril justement pour aller trop vite. Donc, on est dans un contexte où peut-être que les législateurs devront intervenir pour mettre des pénalités suffisamment importantes pour que les gens ou les entreprises prennent des décisions éclairées face à ce genre de situation-là. Et qu'on ne fasse pas un cas où on doit corriger des gâchis ou bref, ce genre de choses-là. C'est un cas de réflexion, puis cet article est très intéressant, puis il est très facile. Allez le lire au complet, de quoi s'inspirer pour ramener et réaligner correctement la façon d'utiliser le vibe coding en entreprise. Fin des sous-sections, les menaces des propres injections sur le web. Google a fait une analyse. C'est très intéressant de voir ce qu'il en est. L'état actuel des choses, c'est principalement il y a de l'expérimentation qui se fait des attaquants de ce côté-là, qui amène à tester qu'est-ce qui est possible avec ça ou de l'injection dans les sites web essentiellement, dans des commentaires cachés. Fait que bref, ils testent, mais c'est intéressant de voir qu'on est encore dans le balbutiement, donc on va voir ça se dérouler avec le temps, comment les sites web vont commencer à pousser des instructions aux intelligences artificielles qui ont une capacité limitée de distinguer ce qui est la page web elle-même et ce qui est une instruction toxique. Donc, on va voir comment ça va s'élaborer. Et peut-être qu'il va devoir se développer des processus de détection qui vont avancer avec ça. La définition de safety d'Anthropic est un peu trop étroite. Comme on a vu avec Mythos, que la façon qu'il l'a abordé était très spécifique, prendrait plus marketing que de volonté. On le voit dans d'autres aspects, c'est un peu moins bon. Donc, il y a une réflexion à avoir et peut-être des guardrails qui ne sont pas
menés par l'industrie, mais qui sont menés par des gens à l'extérieur, des éthiciens ou des personnes qui ont une capacité réelle d'avoir une réflexion sur les faits de la société de ces modèles-là, donc de ramener ça d'un peu ailleurs. OpenClaw, ça, je me suis amusé, je le remets encore, mais c'est un rappel que ces modules-là sont encore eux-mêmes vibe codés, donc d'une maturité incertaine. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus matures, donc explorer un peu. Si vous allez dans cette direction-là, il faut faire ces recherches avant pour de vrai ne pas se lancer tête baissée, justement pour pas avoir des problèmes de voir nos informations fuitées ou des données effacées ou peu importe ce qui peut se passer comme stratégie. Nouvelle suivante qui parle du propriété du code généré par Claude Code. Très intéressant, parce que j'avais fait un épisode spécial avec Claude sur ce sujet-là dans un contexte PME du code qui est écrit par l'intelligence artificielle. Et là, ça remet en perspective par rapport aux lois américaines en l'occurrence, mais quand même qui sont éclairantes sur le code propriété. Et lors de l'épisode que j'ai enregistré avec Claude, j'avais essentiellement dit que la loi du droit d'auteur américaine stipule que c'est une création humaine. Donc, incidemment, tout ce qui est créé par la machine n'est pas protégeable par le droit d'auteur, en l'occurrence. Donc, il y a tout cet aspect-là à tenir en compte, plus propriété du patron et ainsi de suite. L'article, parce qu'il est beaucoup plus vaste, mais quand même, ramène les balises aux bonnes places, c'est de voir à quel point on est en train de générer du code à laquelle on n'a pas de propriété. Ou l'autre aspect qui est mentionné à cet article-là, qui est pertinent dans le contexte, qu'il y a de la réutilisation du code open source dans les codes qui est généré. Et incidemment, on se place dans une position précaire où on pourrait se faire poursuivre pour réutiliser de façon non autorisée du code qui est protégé par la licence GPL, par exemple. Donc, bref, de voir ce genre de choses-là. Nouvelle suivante, poursuite d'OpenAI par les familles qui ont été touchées par la tuerie qui a eu lieu en Colombie-Britannique. Essentiellement, il implique le fait que OpenAI a une certaine responsabilité. Et en l'occurrence, comme il y a des documents internes chez OpenAI qui disent que ça avait été déjà détecté, le débat sur la vie privée et la protection des informations n'a pas lieu d'être en l'occurrence, puisque l'information était déjà disponible et donc déjà alertée à l'interne de OpenAI. Le débat pourrait se faire autrement si on veut savoir à quel point on veut que ces compagnies-là regardent ce qu'on y envoie et ce qu'on fait avec. C'est un autre débat, mais dans l'occurrence, comme ils le regardent déjà et donc ils étaient déjà au courant de leurs responsabilités, selon les articles de loi qui ont été évoqués, auraient été impliqués. Donc, dès lors, comme ils étaient au courant d'une tentative, les efforts qui ont été faits sont avérés insuffisants pour protéger la vie des gens qui se sont trouvés être malheureusement dans cette tuerie-là, qui est d'une très grande tristesse. Donc, ça va ramener un peu le débat, la réflexion, à savoir où est la responsabilité, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces outils-là et comment ces outils-là doivent agir comme bons citoyens corporatifs et justement à quel moment ils doivent informer les forces de l'ordre qu'il y a une potentialité d'un incident violent qui est en cours de préparation par un humain qui est émotionnellement pas stable à ce moment-là. Nouvelle suivante, le fait que c'est très facile de tromper les modèles de la large language model, puisque ceux-ci ne sont pas capables de différencier du vrai du faux, donc on est capable de lui pousser de l'information fausse et à terme polluer les modèles publics qui sont à notre disponibilité. Les agents, puis ça c'est un article spécifiquement sur l'identité, puis ça ramène un peu les problèmes avec OpenClaw ou ce qu'on voit dans d'autres choses. L'identité de l'enfant pauvre, malheureusement, dans le contexte du développement de l'intelligence artificielle, on a sur une pratique on donne des accès tout ou rien. Si on prend l'exemple de PocketOS, lequel la base de données est effacée, le problème n'est pas autant que l'agent a pris la décision d'effacer que l'agent avait les droits d'effacer. Puis je pense qu'on va devoir réfléchir les droits qu'on assigne à ces agents-là ou à ces modules-là. Et, par exemple, le droit de destruction devrait être retiré. Donc, si l'agent part en folie et décide d'effacer malgré ce qu'on lui a dit ou les directives qu'on lui a poussées, il va se frapper sur le fait qu'il n'a pas les accès pour effacer. Donc, il va arrêter là, il va être bloqué parce qu'on l'a empêché d'agir. Donc, on va devoir réfléchir les matrices d'accès et même des matrices à la volée où les accès peuvent évoluer selon le type d'opération qui est faite ou peu importe comment on veut l'élaborer, mais on va devoir réfléchir cette approche-là pour qu'elle soit
cohérente pour mieux protéger nos données et pour que ces agents-là servent à justement améliorer notre vie, mais ne viennent pas détruire nos informations de l'autre côté ou poser des gestes qu'on ne veut pas. Donc, d'être capable de rendre ça beaucoup plus granulaire comme permission et qu'on puisse les assigner au gré des besoins ou des actions qui sont nécessaires à faire par ces agents-là. Et c'est un peu dans la même perspective où la gouvernance qu'on va devoir mettre sur tous ces agents-là, ces robots-là, ces bots. Si on le prend le terme anglais, donc on va devoir gouverner tout ça justement pour arriver à un fait qu'on ne perd pas le contrôle, que les identités permettent justement de bien baliser. Puis c'est probablement le levier le plus fort et actuellement le moins bien utilisé avec l'intelligence artificielle pour limiter les dommages et de bien baliser les opérations qui peuvent être effectuées. Puis je pense que tout cet a priori de penser que c'est comme un humain vient biaiser un peu notre réflexion face à ça et nous donne l'impression qu'il va y avoir une retenue par rapport à certains gestes dans lesquels le temps tend à démontrer qu'effectivement, non, il n'y a pas de retenue, donc on doit le baliser de façon très robuste par rapport à des droits d'accès. Avant-dernière nouvelle, le fait qu'une personne mentionne le fait qu'on n'est plus anonyme sur Internet depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle. Plus les modèles avancent, plus c'est vrai. Puisqu'ils sont capables de repérer notre façon de parler, notre façon d'écrire. J'avais déjà une nouvelle dans le passé sur ça, donc c'est pas la première fois qu'on en parle, mais c'est vraiment de plus en plus acquis dans la conscience qu'on perd tout le fait anonyme juste par la détection de comment on est capable d'écrire. Et ça va jusqu'au fait aussi que nos données sont indexées d'une façon ou d'une autre. Et donc, notre façon d'écrire, lui-même, en l'absence de point de référence, il va être capable de rattacher par rapport à des publications qu'on a faites sur des réseaux sociaux ou ailleurs sur Internet. Et étant donné qu'on en fait énormément, on laisse des traces et ça lui permet de ces modèles-là s'entraîner sur nos données. Dernière nouvelle de cette section-là qui se rattache un peu avec Mythos en haut et elle est essentiellement le fait que Cloud Security a été rendu disponible essentiellement avec Opus 4.7. Donc c'est un peu un lien avec Mythos, mais dans ce cas-ci d'une façon, un modèle un peu moins sophistiqué, mais quand même commence à ouvrir cette porte-là pour arriver au plus grand nombre. Et il va falloir qu'on le réfléchisse dans nos modèles de protection puisque ça va arriver, comme j'en parlais en haut, changement de paradigme. Notamment, il va falloir reformuler les barrières qu'on a, comment on applique les correctifs et toute cette stratégie-là, comment les systèmes vont être attaqués par ces modèles-là. On le voit un peu avec certains systèmes, mais toutes les API vont se faire attaquer. Tout le monde va se faire attaquer. Tout ce qu'on a sur nos systèmes, les AS400, les ordinateurs centraux qui n'ont jamais été attaqués jusqu'à présent vont l'être. Tout ce qui est mis dans notre main va avoir cette capacité-là d'être attaqué de façon très importante avec ces agents-là qu'on va mettre dans nos mains de façon très, 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 très proche. Fin de cette section-là. L'autre section, c'est la guerre. Deux petites nouvelles. La première, c'est un groupe d'espions chinois. Ce serait déployé dans des réseaux en Pologne notamment et en Asie. Et ces groupes d'espions chinois-là se seraient plantés dans ces réseaux-là et relativement indétectables, relativement jusqu'à présent. Donc, on est dans un contexte où on a un changement de paradigme, où on ne fait plus du bruit et détruire, on cherche des accès à plus long terme et cette capacité-là. En tout cas, où c'est nouveau qui s'est mis dans l'actualité, bref, mais de ce changement de façon de faire, les guerres changent, les intrusions changent. On voit ça différemment maintenant. Donc, on n'est plus à la même époque. Donc, il faut vraiment changer avec le AI, changer notre façon d'avancer. De toute façon, ces pays-là vont utiliser l'AI pour nous faire du mal. Donc, il faut s'y préparer dans tous les cas. La deuxième et dernière nouvelle de cette section-là, des groupes d'espions visent à tout le volet d'aviation de Russes, justement pour aller chercher toutes les informations satellitaires qui nous permettent justement au GPS d'avoir la localisation des informations, les photos et ainsi de suite, donc d'avoir cette capacité-là. Donc, l'article, en tout cas, j'ai lu peut-être trop rapidement, mais je ne sais pas l'objectif, mais bref, les Russes sont visés par ça, donc c'est une guerre sans merci maintenant. Et tout le monde y passe. Section suivante sur la souveraineté, juste une petite nouvelle sur l'Allemagne qui signifie dans l'espace politique d'abandonner l'usage de signal pour utiliser Wire à la place, puisque
le signal est normalement utilisé en Allemagne pour des campagnes de phishing, donc d'attaquer la classe politique. Le problème en faisant ce genre de changement-là, on se déplace vers un système qui est beaucoup moins éprouvé que Signal en termes de sécurité. Par ailleurs, le problème de phishing dans lequel sont faites ou d'attaques de cette nature-là demeure même si on change de système. Wired est basé sur des adresses courriels, donc c'est facile à retrouver de toute façon, même s'il n'y a pas de registre comme dans Signal, mais les stratégies d'attaque sont différentes. Donc, on est dans un contexte un peu plus difficile. Tant qu'à ça, relever des problèmes plus intéressants en termes d'obligations d'échange de personne à personne. Amène d'autres complexités, mais amène dans des réflexions. Mais je pense que celle-ci, elle a été prise d'une façon un peu émotive comme réflexion. Et d'un point de vue cyber, elle, je crois, ne laisse pas présager qu'elle va atteindre les objectifs voulus. Section suivante sur la privacy. Petite nouvelle sur le fait que beaucoup de gens utilisent pour la détection d'humanité, si on veut, qui va être des scans d'iris, qui va te permettre de justement s'assurer qu'un humain derrière du clavier, c'est poussé par du OpenAI sans maintenant. Donc, c'est un peu troublant. Il y a un peu de problème par rapport à ça dans les faits. Sur à quel point on va être contrôlé, c'est juste de regarder les films de science-fiction petit à petit, puis on n'a pas besoin de se convaincre très très fort qu'on s'en dirige dans une drôle de direction avec ça. Section suivante sur la loi. Plusieurs nouvelles sur la vérification de l'âge. C'est encore très actif. C'est cette volonté-là du législateur, autant européen qu'américain, ou même sud-américain dans certaines occurrences, de vouloir vérifier l'âge, de contrôler ce que les enfants font et tout ce que ça comporte. Donc, ça l'amène des complexités. Je comprends les objectifs, je suis d'accord avec l'objectif, mais les moyens qui sont utilisés sont inefficaces, inappropriés et très invasifs au niveau de la vie privée. Donc, c'est à se poser des questions s'il n'y a pas de meilleure façon ou s'il n'y a pas des gens qui pourraient peut-être conseiller davantage de façon autre les législateurs pour arriver à l'objectif sans avoir ce degré d'invasion-là. Ou en même temps, en Europe, il y a tout le volet d'avoir l'identité numérique qui s'en vient aussi, mais il semblerait que c'est déjà cassé. Donc, on est dans un contexte où c'est difficile de réussir à protéger les enfants comme on aimerait, comme en tout cas le souhait de protéger les enfants qui nous habitent et le fait de mettre les moyens en place par rapport à ça. Et dans la même veine, puis ça, c'est par rapport avec ce qu'il y avait eu avec Discord il y a quelques semaines, c'est pas moi, sur le fait qu'il avait utilisé une compagnie qui s'appelle Persona pour vérifier l'âge. Et cette compagnie-là aurait été attaquée et aurait exposé des identités. Puis c'est un problème d'avoir des compagnies comme ça qui interfacent et qui servent de broker pour s'assurer que l'âge est bien vérifié. On concentre un très grand nombre d'informations très sensibles dans ces brokers-là, comme les data brokers au sens large aussi. Et ceux-ci sont très vulnérables aux attaques et généralement ne mettent pas la quantité d'argent nécessaire pour protéger un niveau auquel on pourrait s'attendre avec ce type de détenteur d'informations fiduciaires de cette façon très, très sensible. Bref, ça continue. Je ne vois pas de solution positive qui va en sortir ou qui permettrait d'atteindre l'objectif. Mais bref, le débat se poursuit. Ça va être intéressant de voir comment tout ça va se dérouler. J'espère qu'on va arriver à quelque chose de peut-être plus intéressant. Et ça l'amène aussi à la nouvelle, le fait que la Grèce veut bannir le fait d'être anonyme sur les réseaux sociaux. Selon leurs prétentions, ça l'amènerait, le côté anonyme amènerait beaucoup de capacité ou de violence verbale supplémentaire. Il s'agit de voir sur des réseaux comme LinkedIn où cet espace-là ne limite pas tant que ça les propos un peu plus déplacés qu'on pourrait voir ou violents, tout dépendant comment on veut les aborder. Donc, il n'y a pas de démonstration claire que le fait d'être anonyme ou pas nous amène à cette direction-là. Reddit est un bel exemple de plateforme super anonyme et dans lequel l'autorégulation est beaucoup plus efficace pour limiter les problèmes de cette nature-là. Et le fait que les administrateurs globaux de cette plateforme-là vont venir fermer des subreddits qui sont considérés comme étant toxiques ou détectés comme étant toxiques. Donc, so far, je suis plus favorable à l'autorégulation parce que ça semble marcher dans plusieurs cas que d'arriver du top-down puis de bannir cette approche-là. Même si dans les faits, on n'est pas tant anonyme que ça. Il ne faut pas se leurrer non plus. Là. Les gens qui pensent qu'on est anonyme en ligne, on ne l'est pas tant que ça. Fait que je ne comprends pas, bref, où ça s'en va. Mais
c'est intéressant de voir cette réflexion-là et peut-être de la suivre, voir comment tout ça va se diriger. Au Colorado, la loi sur le droit à la réparation, il y avait en tout cas une loi qui voulait limiter le droit à la réparation, celle-ci a été tassée, ce qui est une bonne chose parce que justement, ça l'amène le fait qu'on a le droit, puis ça, je trouve que c'est important de réparer. Là, il y avait des préoccupations de sécurité ou de sécurité qui étaient associées à ça. Je pense que c'est mal placé, mais on a, je pense, une réflexion à avoir sur comment on veut entretenir nos choses et à quel point on veut permettre à ces compagnies-là de continuer à faire de l'argent une fois que ils ont vendu ce qu'il y avait à vendre. Bref, c'est des réflexions à avoir comme ça. Autre chose au niveau du congrès, je ne me rappelle pas de quel pays le congrès, mais je pense que c'est en Espagne. Je ne savais pas que ça s'appelait un congrès en Espagne. Bref, ils veulent passer une loi justement sur contraindre un peu le blocage IP parce que ça a beaucoup de dommages. La Liga qui fait beaucoup de blocage pour protection du droit d'auteur. On est un peu dans la réflexion du qu'est-ce qu'on fait avec le droit d'auteur et à quel point celui-ci a un impact et à quel point l'État peut agir pour réguler et quel est l'équilibre qu'on peut s'attendre de protéger le droit d'auteur, le droit des créateurs. Puis ça, c'est très important de le protéger, le droit des créateurs. On l'a vu beaucoup avec la montée de NAFTA et ainsi de suite, ou cette hémorragie-là. Donc, plus d'argent qui s'en va aux créateurs. Donc, on vient asphyxier cet environnement-là qui est important pour nos sociétés, autant la musique, les films, peu importe comment on va, le grand portrait de la culture. Mais bon, bref, il faut protéger, mais jusqu'à quel point on protège et à quel point l'État et le gendarme qui sert à protéger, c'est ça. Fait que c'est un peu, on l'a vu avec des nouvelles en Italie et en France aussi, donc de savoir à quel point on s'intéresse à ça. Loi 2P en France, justement, c'est une loi justement sur les droits d'auteur. Le troisième volet a été invalidé. Les premiers volets étaient ceux d'avertissement. Le dernier était une amende pénale. Sans passer par un juge, il semblerait qu'il va falloir passer par un juge. Donc, il y a un peu d'aspect non dissuasif qui est dans cette loi-là. On a une loi similaire au Canada. Je ne me rappelle pas les nuances qu'on a par rapport à celle-ci au Canada, mais bref, on est dans cet élément-là. Oui, il faut avoir un élément qui est dissuasif pour ne pas pirater de façon inhontée le contenu produit par des créateurs, parce que c'est quand même ça, où ces gens-là ont besoin de vivre, donc c'est normal qu'il y ait un aspect commercial pour leur permettre de vivre, mais à quel point on veut, bon, bref, il y a des réflexions sociales à avoir là-dessus, puis je pense qu'on l'a transféré du côté judiciaire, beaucoup judiciarisé énormément, au lieu d'amener des réflexions de qu'est-ce que le droit d'auteur et comment on veut protéger les œuvres et jusqu'à quel point on protège les œuvres et jusqu'à quel point on protège aussi les grands consortiums qui diffusent ces œuvres-là. Fait que bref, il y a beaucoup de réflexions à avoir. Mais entre-temps, il y a une limitation des contraintes qu'on doit quand même pour respecter, comme ce qui est en Espagne aussi. Ne pas jeter l'accès des citoyens au passage de ces règles-là. Mais bref, il faut trouver un équilibre. Je pense qu'on n'est pas, on n'est pas à la bonne place pour le moment de ce que les nouvelles laissent présager. Meta se débarrasse du contracteur qui a dénoncé le fait que les lunettes Ray-Ban permettaient de filmer, notamment d'avoir des accès à des moments privés. Donc, c'est débarrassé parce qu'il ne respectait pas les standards. Mais en même temps, c'est quand même un signal d'alarme que ces lunettes-là permettent de filmer après tout et n'importe quoi. Donc, ça donne dans les mains de Meta même et ses sous-contractants des informations qu'on voudrait peut-être pas qu'ils se ramassent dans les mains de n'importe qui. Le forum, le plus grand forum des droits numériques humains a été annulé pour des considérations compliquées. Il y a plusieurs aspects. J'ai pas trop compris l'ensemble de ce qui s'est passé, mais il semblerait que les pressions des pays totalitaires, comme les États-Unis, qui vont révoquer des visas, qui vont des choses comme ça quand que ça ne fait pas leur affaire de faire des recherches. Donc, c'est un peu troublant. C'est d'avoir que, j'en sais pas, j'ai mis la nouvelle là parce que je trouvais ça aligne avec mes, en tout cas, ce genre d'événement-là s'aligne avec mes valeurs. Il faut au moins être capable de mesurer ce qui se passe. Si on a une détérioration du droit humain sur les réseaux sociaux, sur Internet, ça serait important de savoir et de corriger justement qu'on fasse ça. Le Congrès repousse le renouvellement de FISA jusqu'en juin.
C'était supposé se terminer, je pense, la semaine dernière. Ça a été repoussé encore. Fait que clairement, ils ne sont pas qu'à s'entendre pour faire un renouvellement de 3 ans. Donc, voir de comment c'est fait. Mais l'article ne parlait pas de qu'est-ce qui accrochait spécifiquement. Et dernière nouvelle de cette section-là, l'Utah déploie sa règle contre les VPN. Encore là, on est dans une facette où l'État essaie de contrôler ce qu'on fait et jusqu'à quel point, encore, c'est concentré dans le moyen et non dans l'objectif. Donc, c'est très troublant, ce type de choses-là. Puis l'article de FF est très intéressant. Section rouge, tout le fait de... ça commence, j'ai trouvé 2 articles, c'est quand même assez intéressant sur à quel point le milieu de la cybersécurité est difficile, qu'on est maintenant de plus en plus sous-payé par rapport à ce que c'était avant. Les conditions sont difficiles, on met beaucoup de pression. Et en plus, ce qu'on voit avec Mythos qui s'en vient, la pression va augmenter et les moyens qu'on a à notre disposition n'augmentent clairement pas. Donc, on est de plus en plus seul face à un tsunami de choses. Donc, ça l'amène des situations complexes et aussi, incidemment, qui va probablement amener à des situations beaucoup plus troublantes pour les humains. Et j'ose espérer pas des situations qui vont être malheureuses dans ce sens-là. Bref, nouvelle suivante. Tout le problème des fichiers SVG, comment les parser. Et à quel point c'est difficile d'aller en sens inverse. Puis il parlait notamment de Sketch, qui était Scratch, pas Sketch, pour nettoyer ces fichiers-là. Et essentiellement, sa stratégie, c'est de le faire autrement. Mais tous ces fichiers-là qu'on va faire du parsing d'une façon ou d'une autre et qu'on n'est pas très rigide dans la façon d'effectuer le parsage de ces fichiers, nous amène à des situations complexes et problématiques qui peuvent être justement pousser des cas du code malveillant, puis un peu ce qui se passe dans ce cas-ci. Donc, le fait de se débarrasser de certaines complexités et d'être plus rigide dans l'interprétation, dans le parsage, va limiter au lieu d'essayer de faire des pirouettes pour essayer de contraindre les vulnérabilités qui sont trouvées. Peut-être que des redesigns vont être importants. Et le AI va nous amener effectivement à réfléchir ça et justement à réfléchir des éléments de redesign profond de ces standards-là, justement pour permettre de régler des problèmes fondamentaux qui vont devenir endémiques avec l'intelligence artificielle. Nouvelle suivante sur le fait que Microsoft patch un problème avec Intra-ID. La nouvelle n'était pas autant sur le fait de pointer Microsoft. Dans ce cas-ci, c'est Microsoft qui est arrivé, mais c'est de voir à quel point ces grands services-là, notamment les services d'identité-là, à quel point on repose toutes nos infrastructures, sont faillibles au niveau cyber, donc peuvent amener à des élévations de privilèges. Ça en a un. Il y en a eu d'autres dans Intra. Il y en a eu dans d'autres plateformes aussi. Donc, d'avoir des mesures de surveillance complémentaires et qui nous soient données par les plateformes, ce qui n'est pas toujours le cas, justement pour nous permettre de détecter quand il y a des comportements qui sont non attendus de ces choses-là. Bref, juste d'être vigilant puis de mettre les mesures en place. Puis encore là aussi, avec tout ce que Mythos et toute l'intelligence artificielle va nous amener à devoir changer de paradigme par rapport à cette situation-là. Le groupe rançon Vect, le rançon logiciel Vect, ne payez pas les rançons parce qu'ils ne font pas détruire. Puis c'est une chose, j'ai mis la nouvelle-là parce qu'il y a beaucoup d'autres groupes qui font ça maintenant. Donc, vaut mieux avoir des backups parce que maintenant, ils prennent même plus le temps de chiffrer. Il fait qu'il n'y a plus de rançon autant au sens strict comme c'était déjà le cas. Bref, un article qui revient sur le fait que Checkmarx puis Bitwarden ont été affectés dans un cas de supply chain. Ces attaques-là sont de plus en plus présentes. On voit dans les groupes vont utiliser des mesures alternatives et c'est à quel point aussi toutes ces chaînes d'approvisionnement-là qu'on a déployées dans les dernières années pour accélérer le développement, utiliser des packages open source et ainsi de suite, nous amènent dans un contexte très précaire au niveau cybersécurité à quel cas on ne fait pas un effort particulier ou suffisant pour protéger ces informations-là. Puis dans le cas de Bitwarden, c'est problématique parce que c'est le CLI qui a été attaqué, donc potentiellement des clés qui ont été volées, donc il faut faire la rotation des clés. Une nouvelle que j'avais parlé la semaine dernière. Donc, ça l'amène des situations plus complexes. Donc, il va falloir peut-être changer nos approches par rapport à cette situation-là et nous amener dans un autre univers parce que sinon, on ne s'en sortira littéralement pas par rapport à ça. Et c'est une nouvelle aussi intéressante que Wiz a découvert un remote code execution dans GitHub qui a été corrigé heureusement depuis, mais qui était quand même là, où lequel on était capable d'élever ses privilèges. Dans la grande complexité de ce que GitHub est en arrière-plan, on pouvait voir qu'il y avait certaines failles qu'en usage ça, c'est plus difficile à voir.
qui est en usage non SAS. On était capable de repérer dans ce cas-ci. Puis c'est là où les attaquants vont s'en aller tranquillement, en tout cas ou de plus en plus. Le FBI avertit contre une augmentation du vol de cargo par les moyens de transport. Fait que comme les compagnies de transport se sont mis un marché numérique, bien, celui-ci maintenant est abusé par les attaquants pour détourner des livraisons, soit ils font du chantage, soit la revente, ou peu importe. Mais bref, ce vecteur-là est énormément utilisé. Donc, on va voir aussi un déplacement d'attaques pures numériques à des attaques numériques qui visent des systèmes réels. Donc, c'est en énorme augmentation. Le procureur français a arrêté une personne de 15 ans qui aurait fait la brèche récente dans les systèmes gouvernementaux. Fait que la nouvelle parle ça, comme c'est un enfant de 15 ans. On n'a pas beaucoup plus d'informations sur ça, mais bref, il a été appréhendé. Donc, bref, on a ça. Ça a le fait de dissuader, déjà, une chose. Fait que c'est un peu ça l'objectif en l'occurrence. Et c'est bien qu'on a l'élément dissuasif parce que c'est un des éléments les plus faibles sur Internet pour le moment pour arrêter ou ralentir la criminalité. Donc, si on est capable justement d'appréhender et de punir, pour faire peur, mais en même temps, ça ne soustrait pas ces agences-là gouvernementales à mettre les fonds nécessaires pour protéger adéquatement nos informations. Puis j'ai l'impression que c'est pas une facette, puis ça, c'est probablement répandu à travers le monde, que les gouvernements mettent suffisamment de temps et d'argent pour protéger adéquatement nos informations. Donc, bref, c'est un rappel de ce côté-là. Ce serait bien que les législateurs mettent de la pression là-dessus. Le FBI mentionne que l'écosystème des Hackerfire en Chine est hors de contrôle. Puis effectivement, dans certains cas, quand ces hackers-là, ces mercenaires hackers-là en Chine ne sont pas payés par l'État, vont se retourner dans les marchés privés pour faire de l'argent. Donc, ça l'amène beaucoup de dommages collatéraux, c'est un peu ça. Mais il demeure le fait que protéger vos infrastructures parce que ces gens-là existent et la capacité de les arrêter est quand même limitée, même si dans le cas, dans l'article, il y en a arrêté un. Ce que c'était. Avant dans la nouvelle, puis là, c'est ce qui a occupé beaucoup la fin de la semaine dernière, c'est CopyFail, un problème trouvé par les AI. Puis j'ai pas mis dans la section des AI, mais je l'ai mis un problème sur le fait qu'on est capable de contourner la structure de contrôle et faire de l'évaluation de privilèges sur tous les Linux depuis 2017, ce qui est quand même très loin, et nous permet de contourner puis de devenir root sans être autorisé. Cependant, il faut des accès directement sur la machine et capable de faire fonctionner ça. Donc, ça limite la portée. Mais il y a beaucoup de systèmes, notamment de développement, qui s'appuient sur ce genre de choses-là, les Dockers, Kubernetes de ce monde et tout cet univers-là permet de jumper facilement. Fait qu'il y a une paquette de volets plus infonuagiques qui est à risque. Mais si vous avez ça juste sur site, c'est pas tant grave. Surtout si personne peut se loguer sur vos systèmes et juste s'assurer que les personnes qui se branchent sur vos systèmes soient responsables en l'occurrence. Donc, ça, mais c'est une faille qui est quand même assez majeure. Ça va occuper. Puis quand on parlait de changement de paradigme, un changement de se protéger face à ça, ben ça en est un cas. Ça commence. Je pense que ça va gâcher les vacances d'été de bien des gens avec la quantité de correctifs qu'on va devoir appliquer cet été et cet automne. Donc, bref, attachez votre sucre, ça va rocker dans ce qui s'en vient. Dans la nouvelle, Trellix confirme une brèche. Cette nouvelle-là, pas autant que c'est Trellix que je veux mettre sur le spot, sur le fait que c'est un rappel que les compagnies de cybersécurité n'ont pas nécessairement des pratiques de cybersécurité les rendant étanches à 100%. Donc, il arrive des cas comme celui-là qui existent. C'est pas sans rappeler le cas de RSA il y a très longtemps qui s'était fait voler sa voûte de seed justement par une petite manœuvre. À l'époque, très simple, malheureusement. Là, en tout cas, pour l'honneur de RSA, c'était pas très fort. Mais de se rappeler que ces firmes-là sont pas des champions en cyber, mais sont des champions dans le produit qu'ils vendent. Donc, bref, c'est pas un n'égale pas l'autre. Section suivante bleue, attaque V19, essentiellement tout le MITRE ATT&CK, qui est l'infrastructure de communication automatisée à travers Six et non automatisée avec des humains, a été mise à jour à la version 19 en rajoutant beaucoup d'éléments supplémentaires. Je ne passerai pas à travers ceci parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et ils font beaucoup de séparation de nomenclature pour faire état d'où on s'en va, où les structures ont changé au niveau mobile, OT et dans les stratégies utilisées par les attaquants. Donc,
Il va y avoir une phase de migration pour séparer les choses correctement, mais en même temps, il va y avoir une meilleure représentation d'explication de comment ça se fait. Et il y a tout le volet AI qui va se rajouter progressivement à cet élément-là. Confidential Kubernetes Architecture, très intéressant parce que ça l'amène, c'est du Secure Compute, mais celui-ci maintenant est disponible à quiconque déploie du Kubernetes, même si c'est fait dans les grands clouders qui sont publics. Donc, on est capable d'avoir facilement, sans avoir besoin de s'appuyer sur un tiers, cette protection-là de nos données, d'avoir du Secure Compute à travers Kubernetes. Fait que, bref, allez voir, c'est super intéressant comme papier. Et ça l'amène dans les mains, puis c'est une certaine forme de matérialisation de la souveraineté numérique, d'ailleurs, par le chiffrement. Donc, ça, c'est un beau cas de capacité d'utiliser un hyperscaler pas cher et d'avoir la certitude que nos données sont bien protégées parce qu'on contrôle les clés et on contrôle la façon que c'est déployé aussi. Autre nouvelle, Artemis 2. Tout le niveau de tolérance à la panne. Petit article très intéressant qui mène à quel point la réflexion d'ingénierie qui est en arrière de ces systèmes-là pour s'assurer que ce soit robuste, que ça atteigne tout ce que ça fasse. C'est très important et j'ai l'impression, puis surtout avec le vibe coding, qu'on a tendance à oublier cet aspect-là de design et de le réfléchir correctement et de faire que ces systèmes-là soient capables de tolérer la panne davantage. On a juste à savoir à quel point les systèmes tombent rapidement maintenant ou échouent de façon ouverte et désastreuse. J'ai l'impression qu'on devrait s'inspirer davantage de rigueur d'ingénierie comme ce que la NASA a fait dans l'occurrence, mais également dans le passé, mais ça, c'est dans un cas d'un système moderne. Dernière nouvelle de cette section-là, le CANopen, des outils pour faire de l'analyse du CAN bus, essentiellement pour les autos. Donc, c'est des outils qui nous permettent d'aller explorer davantage et ça va être intéressant de voir comment le AI va justement être utilisé et leveragé pour essayer de casser les systèmes de protection qu'on retrouve dans les autos. Donc, ça aussi, ça va être une chose qui va changer. Clairement, le Mythos a changé l'état le paradigme. Le niveau de l'eau va augmenter, puis ça, on va tous y passer. La dernière nouvelle d'hiver, insolite et tout. Puis c'est une nouvelle qui fait un peu un lien avec le volet de droit à la réparation au Colorado. La dernière nouvelle, c'est qu'une petite ville en Alberta construit des tracteurs old-fashioned, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pièces électroniques qui sont obligatoires que le fabricant vienne réparer et certifier. Donc, on vient retirer des mains des fabricants la capacité de contrôler ces équipements et donc de faire de l'argent sur la vie secondaire et de revenir dans des modèles de tracteurs beaucoup plus simplistes et qui permettent justement d'aller ailleurs et ça l'amène le débat et la réflexion. Et je pense qu'à terme, ça va être la meilleure stratégie de gagner sur ces grands monopoles-là, c'est de retourner que des compagnies, des grassroots, là, je ne sais pas comment dire ça en français, mais bref, d'initiatives comme ça qui permettent justement permettent aux gens de se réapproprier et de briser des monopoles qui ne permettent pas justement ce genre de choses-là. Bref, fait des nouvelles cette semaine. J'ai enregistré à temps. Pour une fois, retour à la maison, ça fait vraiment du bien, donc ça me remet dans mes pantoufles un peu. Les épisodes devraient se diffuser très à jour. J'en ai vraiment beaucoup qui ont été enregistrés, notamment à CyberEcho. Nicolas Bédard, ceux du Secure vont sortir bientôt aussi. Le NordTech aussi, les enregistrements vont commencer dans une semaine et demie, donc aussi il va y en avoir beaucoup dans les prochaines semaines qui vont sortir. Je vais essayer d'étaler ça un peu, mais il va y en avoir vraiment beaucoup dans les prochaines semaines. Et le fait que je vais être un peu plus à la maison, je vais me retrouver dans mes pantoufles et je vais pouvoir me concentrer davantage sur ça et au lieu d'être pris dans les frictions de déplacement. Bref, je vous souhaite une excellente semaine.